Fondons ensemble quelque chose de supranational, dans une entité supranationale. Et ainsi, tout sera très simple et très pratique. Trait d'union. Interrogation en profondeur sur la vocation et la destinée de l'Europe. François Hollande s'est aussi inquiété à Strasbourg de la méfiance croissante des peuples vis-à-vis de l'Europe. Tant qu'il y aura la crise, il y aura une défiance de l'Europe, même si ce n'est pas l'Europe qui fabrique la crise. Trait d'union, le magazine hebdomadaire de l'Europe. Parler ou définir l'avenir d'une nation comme la nôtre, sans situer cet avenir dans le cadre européen, on ne doit pas accepter que cette question soit éludée. Madame Rosière, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir dans nos studios. Faut-il rappeler que vous êtes donc la députée européenne de notre région et des régions adjacentes, si je puis dire. C'est ça. Et vous êtes venue nous voir pour nous présenter, cette fois-ci, au Parlement européen, une série de métiers qui sont absolument complémentaires et nécessaires. Oui, au Parlement européen, il y a 751 députés européens, mais pour que nous puissions jouer notre rôle, c'est toute une machinerie, beaucoup de métiers qui font que l'institution peut fonctionner, que le débat peut avoir lieu, et puis que, en tant que députés, nous sommes bien accueillis et nous pouvons être sereins dans l'exercice de nos fonctions. Globalement, vous estimeriez qu'il y a combien de métiers, justement ? Une multitude, ça, et puis des métiers soupçonnés. Ce sont plusieurs milliers de personnes qui travaillent au Parlement européen. Bien sûr, on a les métiers qu'on imagine qui sont ceux qui font vivre la procédure parlementaire, donc qui enregistrent les documents, qui ensuite enregistrent les amendements, qui suivent la procédure et tracent les votes. Ça, c'est vraiment la procédure parlementaire, mais autour de ça, eh bien, il y a bien sûr tout ce qui provient du fait que nous parlons 24 langues au Parlement européen. Donc la question des traductions, que ce soit pendant les débats ou les traductions des documents, mobilise beaucoup de ressources et demande beaucoup de travail. Et puis après, il y a tout ce qui nous nourrit, nous aide dans notre travail de parlementaire, des services qui sont là pour nous donner de matière à réflexion, effectuer des recherches, creuser certains sujets, que ce soit pour notre information personnelle ou alors pour verser au débat des députés. Et puis, bien sûr, il y a aussi des métiers très pratiques qui visent à faire en sorte que les députés se sentent bien et une vie facilitée. Je pense en particulier aux huissiers qui sont un petit peu ceux qui, à la fois, veillent à la bonne tenue des débats, mais aussi sont là pour s'assurer que les députés ont tout ce dont ils ont besoin. Et puis des métiers comme la restauration, comme les chauffeurs qui assurent des besoins de la vie quotidienne, mais qui n'en sont pas moins importants. Je pense qu'il y a également un fort service de sécurité. Oui, bien sûr, évidemment, le Parlement est un lieu symbolique, donc on n'entre pas comme ça, il y a des contrôles à l'entrée, évidemment, et une certaine surveillance, même si tout ça se fait dans un climat très serein. Et au-delà de cela, certainement que des métiers sont quasiment obligatoires. Vous parliez des traducteurs, on va en parler immédiatement peut-être, parce qu'il est important de savoir que les traducteurs ne sont pas des traducteurs lambda qu'on a recrutés comme ceci, et qui ont donc la fonction essentielle justement par rapport au déroulement des débats. Oui, bien sûr. Donc la traduction intervient à deux niveaux. Elle intervient, comme je vous le disais, à l'écrit pour traduire les documents, mais là où c'est le plus visible et le plus spectaculaire, je dirais, c'est la traduction simultanée en cabine pendant les débats. Je vous le disais, 24 langues. Et donc, des interprètes qui assurent la traduction simultanée des propos des parlementaires avec des débats qui sont parfois assez techniques. Donc ça demande, moi je suis toujours admirative de leur capacité à assurer comme ça de manière continue. Alors ils sont plusieurs, ils sont en général 3 par cabine, des cabines par langue, et ils se relaient évidemment parce que ça demande énormément de concentration, d'attention. Et pendant, ils n'ont pas le temps de souffler quand ils sont en train de traduire. Donc je vous le disais, 24 langues. Alors tous les interprètes ne parlent pas toutes les langues. Certaines langues sont utilisées comme ce qu'on appelle des langues pivots, c'est-à-dire que dans certaines langues, les interprètes vont par exemple traduire non pas à partir du propos original, mais à partir par exemple de l'anglais ou du français, pour traduire dans une autre langue. Alors ça donne des situations parfois un peu cocasses, mais ça c'est quelque chose qu'on apprend
qu'il faut apprendre assez vite quand on arrive au Parlement européen, c'est que l'humour est quelque chose de très spécifique, de très culturel. Et donc, quand on essaie de faire de l'humour dans une langue qui n'est pas la sienne, ou quand une plaisanterie doit être traduite, ça ne produit pas toujours le même effet. Et c'est vrai que de temps en temps, quand un parlementaire fait un trait d'humour, c'est assez amusant de voir les parlementaires qui rient parce qu'ils comprennent la version originale, puis ceux qui rient parce qu'ils comprennent la première traduction, puis ensuite ceux qui rient quelques secondes après parce que là, il y a eu 2 traductions qui se sont enchaînées pour traduire la plaisanterie. Donc voilà, ça donne toujours ce petit effet. Et c'est un peu perturbant quand on est dans ce rôle d'orateur, d'avoir ce temps de réaction du public, mais c'est inévitable, évidemment. Pour illustrer votre propos, nous avons eu la chance de pouvoir interviewer Monsieur Serge Levenec, qui est donc, lui, l'interprète de langue française. Monsieur Levenec, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc interprète de langue française au prestigieux Parlement européen. Alors, puis-je vous demander combien de langues maîtrisez-vous pour être donc interprète au Parlement européen ? Alors moi, aujourd'hui, je maîtrise 4 langues que j'appellerais étrangères pour simplifier un peu les choses. L'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Ce sont les 4 langues à partir desquelles je travaille, j'interprète vers le français. Très bien, donc vous êtes sollicité lors de certaines conférences, de prestations, ou bien est-ce que vous êtes en permanence, si je peux dire en poste, et prêt à intervenir ? Alors, je suis interprète fonctionnaire au Parlement européen. Il y a également beaucoup d'interprètes freelance. Les fonctionnaires sont là pour assurer l'interprétation de toutes les réunions. Ils sont à la disposition de l'institution en permanence. Et ils sont affectés dans toutes les réunions, les commissions parlementaires, les réunions de groupes politiques, les réunions plénières, bien entendu, tous les organismes politiques du Parlement européen également, et lors de négociations entre le Parlement et le Conseil. Et les interprètes freelance font la même chose, mais pas en permanence. Eux, ils sont recrutés à la journée. Très bien. Donc, expliquez-nous un peu justement quel est votre statut de fonctionnaire européen. Qu'a-t-il de particulier ? C'est un statut de la fonction publique européenne qui est comparable à celui de toutes les fonctions publiques nationales, c'est-à-dire qu'on y accède en passant un concours, et après ce concours, qui est très à la française, donc seuls les meilleurs sont pris, c'est assez rigoureux, on devient fonctionnaire européen. Alors dans le cas des interprètes, ce sont des concours pour interprètes, avec une spécialisation interprétation, des épreuves d'interprétation, plus des épreuves générales, comme tous les administrateurs de niveau universitaire, et voilà. Mais justement, est-ce que la difficulté n'est pas, lorsque vous avez affaire à des débats politiques, de ne pas, si je puis dire, surenchérir par rapport aux propos, on peut dire, un peu emphasiques des politiques ? Est-ce que c'est pas trop compliqué de traduire exactement leurs pensées ou leurs propos, tout au moins ? C'est toute la difficulté du métier. C'est pour ça qu'il y a relativement peu d'élus qui arrivent à travailler pour les institutions. Si vous prenez l'ensemble de la population européenne, il y a grosso modo un pool de 2000-2500 interprètes en mettant ensemble les fonctionnaires et les freelances qui travaillent pour les institutions européennes. Toutes les institutions confondues en l'occurrence. Le Parlement, la Commission, la Cour de justice. Donc ça ne fait pas beaucoup de monde à l'échelle européenne. Mais est-ce que justement, vous, en tant qu'interprète, vous avez certains sujets qui sont votre spécialité, si je puis dire ? Non, on ne peut pas. On ne peut pas se spécialiser parce qu'il n'y a pas assez de réunions dans les différents domaines. C'est-à-dire, si moi je me spécialisais en économie, je devrais quand même assurer ensuite d'autres réunions que celles de la Commission économique et monétaire. Je devrais faire la Commission de la pêche, la Commission de l'agriculture, la Commission de l'emploi. On est en train de réfléchir à la spécialisation, du moins une certaine spécialisation, mais ça ne fera jamais qu'une partie de la charge de travail de l'interprète qui devra, dans les domaines où il ne se serait pas spécialisé, rester à la hauteur de toutes les situations quand même. Oui, mais dans toutes ces traductions, il y a évidemment dans chaque spécialité quand même des termes techniques. Peut-être vous êtes tenu d'apprendre au fur et à mesure, ou bien est-ce que malgré tout vous avez suffisamment de métier pour arriver à interpréter justement le sens total de la phrase prononcée ? Vous me permettez d'abord une précision, on parle d'interprétation, pas de traduction. Donc l'interprétation, c'est simultané et c'est oral. La traduction, c'est par écrit. D'accord. Et il y a 2 services entièrement différents dans les institutions européennes. Vu la quantité de travail qu'il y en a largement assez pour faire 2 services séparés. Maintenant, dans le marché privé, vous avez souvent des traducteurs qui sont aussi interprètes, mais dans les institutions européennes, c'est entièrement scindé.
Donc nous, c'est en cabine, dans les salles, au moment même où le discours est tenu, que nous l'interprétons. Alors pour revenir à votre question maintenant, on se prépare de plus en plus. Le Parlement a pris beaucoup d'ampleur depuis l'adoption du traité de Lisbonne. Les réunions sont beaucoup plus difficiles, elles deviennent de plus en plus législatives, il faut être de plus en plus précis, technique dans les domaines législatifs sur lesquels le Parlement se penche. Donc oui, on se prépare beaucoup. Une réunion de commission de 2 demi-journées ou 3 demi-journées va nécessiter entre 3 et 6 heures de préparation. Donc on a les rapports, on lit les rapports pour avoir toute la terminologie dans toutes nos langues. Vous avez donc un travail en amont qui est considérable, parce que parfois on pourrait imaginer que lorsqu'on peut voir certaines retransmissions, on voit les interprètes d'ailleurs leur cage de verre, si je puis dire. Bon, on n'imagine pas qu'en amont, il y a toute une préparation justement par rapport à cela, et que ce n'est pas de la traduction simultanée pure et simple, justement. C'est de la simultanée, parce qu'on travaille sans filet. On a relativement rarement les textes des discours. On a des fois des présentations qui sont apportées par des experts lorsqu'ils font leur présentation en PowerPoint, par exemple, mais ce n'est pas systématique. Mais le discours lui-même, les discours des parlementaires en commission politique ou en groupe politique sont des discours spontanés en général. Ils défendent leur point de vue, ils argumentent et réagissent les uns par rapport aux autres. Donc tout ça, c'est pas écrit. Mais nous, en aval, on s'est préparé en lisant les rapports qui vont être traités par les parlementaires. Il peut y en avoir une dizaine, une quinzaine par réunion de commission. Et justement, lorsqu'il y a ces échanges questions-réponses, ce n'est pas plus difficile que peut-être justement un discours un peu plus élaboré ? Non, le discours non lu, le discours spontané est le plus facile à traiter. Parce que quand vous parlez spontanément, vous faites toutes sortes de redondances, vous vous interrompez, vous respirez, vous vous reprenez, vous vous corrigez. Alors que quand vous avez un discours lu, d'abord il est préparé, il a été écrit, pour qu'on puisse le lire après, donc il est écrit. Et les gens qui écrivent ont tendance à soigner leur français en l'occurrence ou leur autre langue pour être aussi précis que possible en utilisant le moins de mots possible. Donc il y a une densité d'informations énorme et ça pose problème, oui, parce qu'on a moins de temps pour analyser. Plus c'est spontané, mieux ça vaut pour les interprètes. Bien, même si parfois on assiste aussi à des échanges un peu violents quand même. Est-ce que là, la traduction, ou là justement, de pouvoir retranscrire ce qui se passe à la fois et dans la tête et dans les propos n'est pas trop difficile? Personnellement, c'est la partie que je préfère. Plus c'est spontané, plus le métier devient amusant. C'est un jeu de compréhension, de déconstruction et de reconstruction, si vous voulez, l'interprétation en permanence. Donc, si on aime les langues et si on aime ce métier, plus le discours va être vif, animé, spontané, quel que soit pratiquement le niveau de langue, que ce soit un niveau de langue élevé ou que ce soit quelque chose de plus spontané, de plus agressif. C'est toujours, personnellement, un plaisir et un amusement, même. Mais justement, au niveau des langues, il y a une évolution de langage dans tous les pays. Et est-ce que vous arrivez à coller l'actualité, même si des mots qui sont du langage populaire demandent effectivement, de votre part, quand même la connaissance de la traduction de ce mot-là? Alors, c'est tout un travail de préparation qu'on fait, un travail plutôt d'entretien général de nos langues étrangères. C'est-à-dire qu'on lit régulièrement les journaux, les magazines. On fait feu de tout bois, on peut lire n'importe quel magazine, on va toujours trouver quelque chose qui va nous être utile. La radio, la télé, Internet, un interprète en général qui aimera son métier sera toujours en train de dire « Tiens, c'est quoi, j'ai jamais entendu ça » ou bien « Tiens, voilà une drôle d'expression, elle est nouvelle ». Donc on est en permanence en train de chercher, d'accumuler, d'écrire, de prendre des notes au sens propre, au mental uniquement. Et puis ensuite, ce qu'il faut bien savoir, ce qui permet en fait d'exercer cette profession, c'est que on ne traduit pas les mots, mais on traduit la pensée. Donc tout le travail de l'interprète, c'est pendant que l'orateur parle, c'est d'analyser, de se demander où il va, qu'est-ce qu'il veut dire, dans quelle direction avance-t-il. Et plus vous avez de connaissances générales, plus vous avez une espèce de filet de sécurité qui vous permet d'analyser tout ça et de suivre. Mais il est très rare qu'on achoppe vraiment sur un mot, à moins que ce soit dans un débat un mot technique. Mais si c'est un nom de poisson à la commission de la pêche, on l'aura préparé, donc il ne va plus nous perturber. Et justement, avez-vous des symposiums entre interprètes de langues et de pays différents pour apprendre justement l'évolution de la langue du pays dont vous devez apporter la traduction? Alors dans les institutions européennes, les collègues fonctionnaires ont la chance de bénéficier de formations tout au long de l'année sur tel ou tel sujet. Ça peut être, je retombe dessus, la pêche parce qu'il y en a une récemment où on nous décrit le fonctionnement des engins de pêche par exemple, mais également ce que nous appelons dans notre petit jargon des universités d'été qui sont des formations, des séjours de 2 semaines. L'année dernière, j'ai moi-même eu l'occasion, non pas l'année dernière, cette année, en 2015, d'en organiser en France pour
une petite trentaine de collègues non français, mais qui travaillent, eux, à partir du français vers leurs différentes langues maternelles. Et donc c'est un séjour en bain linguistique en France. Et ça apporte beaucoup, effectivement. Et pourrais-je vous demander, Monsieur Le Vennec, quelle est la journée type, votre journée type, si toutefois il y en a une qui est vraiment une journée type? Alors la journée type de l'interprète, ce sont... en général, on entre en cabine à 9h du matin, la réunion dure jusqu'à 12h30 et on recommence à 15h pour recommencer à 18h30. C'était la journée type. Mais ça fluctue de plus en plus avec la montée en puissance du Parlement qui négocie de plus en plus avec le Conseil des ministres sur des textes législatifs. Donc là, les négociations, des fois, quand elles débordent, il faut aller jusqu'à la fin. Et puis, il y a beaucoup de petites négociations auparavant. C'est devenu de plus en plus irrégulier avec beaucoup de réunions la nuit également. Et justement, est-ce que vous avez, on va dire ainsi, certaines accointances, non pas accointances de pensée, mais peut-être un feeling plus particulier avec vraiment quelqu'un que vous aimez bien et qui vous permet d'exercer votre métier dans la plénitude de tout ce que vous savez faire? Ou à l'inverse, trouvez-vous parfois que certains orateurs vous posent de gros problèmes? Nous n'avons pas vraiment, j'ai jamais vraiment entendu un collègue qui travaille différemment en fonction de ce qu'il pense de l'orateur. Que ce soit des affinités politiques personnelles ou d'autres affinités, amitiés ou autres. Ça ne change pas la qualité de la prestation parce qu'on n'a pas le temps de toute façon de réfléchir à ce qu'on éprouve pour telle ou telle personne au moment où on l'interprète. Ça va beaucoup trop vite. Non, de ce point de vue-là, non. Le problème actuel auquel sont confrontés les interprètes, c'est l'utilisation fréquente d'une espèce de lingua franca qui est un très très mauvais anglais et qui pose un problème de compréhension parce que nous avons tous, interprètes, appris les langues étrangères avec amour et passion et nous les comprenons très 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 bien pour pouvoir les interpréter. Lorsque ensuite il y a quelqu'un d'une langue maternelle A qui s'exprime en très mauvais anglais en gardant les structures grammaticales de sa langue A et un accent très prononcé, on est des fois en difficulté parce qu'on ne sait plus très bien ce qu'il veut dire, puisque ça ne correspond pas à la structure de la langue telle qu'on l'a apprise. Je dois vous dire, Monsieur Le Vennec, que vous avez une très belle voix. Et justement, la travaillez-vous, faites-vous des exercices pour la conserver, pour que justement, lorsque vous vous exprimez, tout soit bien compréhensible? Alors, ce que vous posez comme question aborde un sujet relativement nouveau. Au début, non, les interprètes avaient la voix qu'ils avaient. Qu'elle soit éraillée, qu'elle soit belle, comme le complément que vous venez de me faire, ou tout simplement banale. Maintenant, oui, on a commencé à prendre conscience de la nécessité de bien articuler, de bien parler, quelles que soient les circonstances, parce qu'il y a de plus en plus de discours rapides et lus. Donc, il commence à y avoir des formations qui sont données des fois par des acteurs de théâtre, sur la voix, la manière de la poser, le rythme auquel on peut parler. Eh bien, Monsieur Le Vennec, on pourrait parler de votre métier pendant des heures, mais le temps nous est compté à nous aussi. Il me reste à vous remercier de nous avoir permis de mieux découvrir justement le rôle d'un interprète au Parlement européen. Et bien évidemment, dorénavant, lorsque nous écouterons les traductions, sachez que nous, ici, avec nos auditeurs, nous penserons à vous, je pense. Fondons ensemble quelque chose de supranational, dans une entité supranationale. Et ainsi, tout sera très simple et très pratique. Trait d'union. Interrogation en profondeur sur la vocation et la destinée de l'Europe. François Hollande s'est aussi inquiété à Strasbourg de la méfiance croissante des peuples vis-à-vis de l'Europe. Tant qu'il y aura la crise, il y aura une défiance de l'Europe, même si ce n'est pas l'Europe qui fabrique la crise. Trait d'union, le magazine hebdomadaire de l'Europe. Parler ou définir l'avenir d'une nation comme la nôtre, sans situer cet avenir dans le cadre européen, on ne doit pas accepter que cette question soit éludée.